Ma mère les adorait. On devrait être en sécurité chez soi. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on était au travail que c'est vrai. C'était évident qu'il avait fait une grosse erreur. J'avais oublié qu'on vit dans un monde mauvais, où il se passe des choses horribles. Les inspecteurs ne voulaient pas lâcher. Ce serait difficile de le faire craquer. Columbus 911 was added to the Please send someone, please. I want to kill my family. Someone took your family? Somebody killed my came home, my family's dead. My wife, my son, my granddaughter's dead. Hold on. Is it an apartment or a resident? It's a resident. Resident, what's your name? My name's Robert Short, Robert Short. I think they'll be on that check that bus. No, but they've been beaten. They've been beaten. Quand le central nous a transmis l'appel, je ne me doutais pas de la gravité de l'affaire, ni de l'ampleur qu'elle prendrait. Lors d'une intervention, on a été formé à se garer toujours dans la rue. Une fois dans la maison, on a progressé l'un derrière l'autre. Et on s'est mis à fouiller partout. I got you. En avançant, j'ai découvert 2 victimes qui gisaient sur le sol dans une mare de sang. De toute évidence, elles étaient mortes. Je suis entré dans la chambre parentale qui comprenait un dressing. C'est là que j'ai découvert un jeune homme étendu par terre. Il avait été attaché. Je suis un ancien militaire et j'en ai vu des choses. Mais ça, c'est probablement une des scènes de crime les plus effroyables que j'ai vues. You got an open window right there. Yeah, let's back out. Very tense up. Yeah, both is locked. Yeah. I think that window over there is broke though. À première vue, c'était un cambriolage. Des individus étaient entrés par une fenêtre et avaient massacré tout le monde. I got it recorded anyway, sorry. On a parlé à Monsieur Short, l'homme qui avait appelé les secours. Il a identifié les victimes comme étant sa femme, Gloria Short, 54 ans, son fils, Caleb Short, 17 ans, et sa petite-fille, Jenna Lindsay, 10 ans. Ma mère était une femme bienveillante et bourrée d'énergie. Tout le monde l'aimait. Elle était très attentionnée. C'était quelqu'un de bien. Ma fille se prénommait Gianna, mais on l'appelait Gigi. Ma mère passait son temps à gâter Gigi, qui adorait ça, bien sûr. Elles étaient très proches.
Mon frère Caleb était notre bébé. C'était réellement notre bébé. J'avais 17 ans et j'étais à la fac quand mon beau-père m'a appelé. Ça y est, il est là. J'étais rentrée à la maison et en voyant ce petit bonhomme, j'avais pensé « Oh, il est trop mignon ». C'est la mort de Caleb et Gigi qui a été le plus dur. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre leur vie. Ils n'ont pas vécu les expériences que font la plupart des gamins et des ados. Gigi n'ira jamais au collège et au lycée. Elle n'ira jamais danser. Elle n'aura jamais de petite amie. Elle ne fera jamais toutes les choses qu'un enfant devrait pouvoir faire. Pareil pour Caleb. Il n'avait que 17 ans. Quand ça arrive, on est perdu. La maison était immense. Alors on savait que ça nous prendrait beaucoup de temps pour traiter la scène du crime et recueillir des indices. Yeah, there's 3. So if one of y'all want to come in. C'était absolument horrible. Gloria était étendue au bout du couloir, dans une véritable mare de son propre sang. Après Gloria, on a découvert Gianna dans le salon. En la voyant, on a vraiment compris à quel point ça allait être pénible. Gianna avait été frappée avec une violence inouïe, surtout pour une petite fille de 9 ou 10 ans. Tous les 3 avaient été attachés avec du ruban de masquage bleu. À côté de Gianna, il y avait un haltère de 9 kilos taché de sang. À l'époque, on a supposé que c'était avec ça qu'elle avait été frappée. En fouillant le reste de la maison, on a découvert le corps de Caleb dans le dressing de la chambre de ses parents. Sur ses chaussettes, on a remarqué des petits fragments d'herbe. On en a conclu qu'il avait dû se trouver dehors à un moment ou à un autre. On est donc allé examiner le jardin. J'ai fait le tour du jardin pour chercher des indices et j'ai trouvé des morceaux de ruban adhésif et des bouts plus petits tout autour de la maison. Anything we made a note of, just obviously, don't touch it. Yeah, I'm not gonna touch it. Also, there's a cell phone right outside this front door in the grass. Près de la porte d'entrée et de l'allée, il y avait un téléphone par terre. Je suis allé prévenir mon supérieur, qui s'est chargé d'en informer les inspecteurs. Monsieur Robert Short a indiqué aux policiers qu'un certain nombre de vêtements, des bijoux et $600 en espèces avaient disparu. 2 véhicules avaient également été volés. On lui a demandé de venir déposer au commissariat. Mais je savais que ce serait très pénible. C'est d'autant plus dur quand on sait que la majorité des meurtres sont commis par des proches. Just one more, please. Sorry. I'm Detective Malone with the Close Police Department. Robert Salt here. Decided to take this out and investigate this case, okay? I understand the circumstances, but you okay to talk to me now? Okay. Now, your granddaughter. That's all.
a dumbbell down by her head. Now that particular dumbbell, have you seen that dumbbell before? Yes, I got 2 great dumbbells. Oh, you have 2 great dumbbells? What weight are the dumbbells that you have? They are 10 pounds. Compte tenu du poids des haltères, le coupable était forcément quelqu'un de suffisamment costaud pour les soulever et les brandir comme une arme. Now, have your son had any problems with anybody that he told you about? No, he told me any problems. Have your wife had any problems with anyone? Anyone might be mad at him about anything? No. I can't think of any. Could you please just walk me through? Tell me what occurred. I was driving to the house and I saw the garage door up. The car was on. First I thought my wife had went to a hair salon, but then I saw my other car. It's in the driveway. It's gone. What car is that? The 2004 GMC Envoy. What color is it? It's green. Okay. My wife's been driving a Volkswagen Beetle, which was in the garage. It was gone. Mm-hmm. What year is that Volkswagen? 2014. En se fondant sur ce qu'on savait à ce stade de l'enquête, on a établi qu'il y avait plusieurs suspects puisque les 2 voitures avaient été volées. Mais on ignorait qui ils étaient. Ils étaient peut-être en fuite. Ils pouvaient être n'importe où. Et on ne tenait pas à ce qu'ils fassent d'autres victimes. C'était ma première enquête pour homicide en tant qu'inspecteur principal. J'étais présent aux 2 autopsies, à celle de Gianna et celle de Caleb. Il y a eu un moment où ça m'a vraiment secoué. Quand j'ai assisté à l'autopsie de Gianna. Elle était très jeune. Je me sentais particulièrement touché par ce drame, parce que ma fille avait 10 ans elle aussi. Alors, j'imaginais très bien ce que j'aurais ressenti si on lui avait fait subir la même chose. Je savais que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir et que je travaillerais aussi dur que possible pour que les individus coupables de ces meurtres soient traduits en justice. On avait fini par se dire, bon, la mamie n'y est pour rien, c'est sûr. La fillette de 10 ans, je ne la voyais pas fréquenter beaucoup de criminels. Ça ne nous laissait qu'une seule option plausible. L'ado de 17 ans. Qui connaissait-il? Qui fréquentait-il? C'est en épluchant ses relevés téléphoniques qu'on a noté un nom qui revenait, Gervasi est appelé. On espérait obtenir des informations précieuses de M. Tapley, parce qu'il était un ami proche de Caleb Short. Sorry about the wait, man. It's okay. Yeah. No, it took a while. Oh. There's a chair here. Of course, as you know, my name's Detective Malone with the Police Department Robin Salt Unit. First of all, I want to thank you, for, coming down, cooperating with us and, willing to help us with what's been going on. We just want to try to, meet with some of the family members, just want to see what information that they have or anything that they knew. Because we're just trying to find out, what caused this, Yes, sir. Yes, sir. And tell me about Caleb. Who is he to you, first of all? My cousin. What type of kid was Caleb? Caleb, now, his mouth can be a little, but Caleb was the sweetest kid you'll ever meet, sir. The sweetest kid. Okay, he was real sweet. He'll never harm anybody else. Of course, everybody talk a little smack every now and then. I do it myself. I'm pretty sure you do it from time to time, but
Other than that, Caleb didn't have no problems with anybody, not that I know of. Didn't have any problems. And he never came to me about anything because, you know, how I felt about him as, like, basically I was his only kind of brother figure in his life. Right. And he was kind of on your mind because me and him used to go on vacations and I went out there with stuff like that. Oh, okay. Pendant son audition, M. Tapley s'est montré très coopératif. Il nous a expliqué qu'il n'avait pas vu Caleb depuis un moment, l'été précédent pour être précis. Et il nous a donné son portable. J'ai apporté ce téléphone au technicien de la police scientifique pour qu'il l'analyse. Puis je suis retourné en salle d'interrogatoire avec le lieutenant Greg Touchberry. Like I was telling him, I didn't know too much about Caleb's social life. All I knew is when I come out there, it would just be me, him, and his friends. Right. That's all I knew, basically. But now, when he was with them friends and you saw him, what kind of did they do, man? Was it just normal, like we're gonna like you said, like with your homeboys at high school. You know, y'all sit around, joke around, play basketball, talk about girls and stuff like that. That's what we do. That's what we do. Right. Joe Varcia ne savait pas pourquoi on avait fait ça, ni qui avait commis ces meurtres. Il a répondu de bonne grâce à toutes nos questions. Mais ne nous a pas appris grand-chose sur Caleb, sinon que c'était un môme sympa et posé, qui n'avait jamais eu d'ennui. On savait que 2 véhicules avaient été volés, ce qui impliquait la présence de 2 suspects. Puis on a appris que l'une des voitures était équipée d'un traceur GPS. Ça nous a permis de localiser la coccinelle et le GMC, abandonnés tous les 2 dans le secteur d'Oakland Park. Investigators say they're processing 2 cars that were missing from the crime scene, but there's no word right now if any arrests were made or if any suspects have been named. Les véhicules ont d'abord été photographiés sur place, avant d'être remorqués jusqu'au garage de la police scientifique, où on a pris l'habitacle et le coffre en photo. À l'intérieur, on a pulvérisé du Blue Star Forensics, un révélateur de taches de sang à base de luminol. Il émet une lumière bleu foncé qui peut être photographiée dans le noir complet. Le produit a révélé des traces de sang sur les accoudoirs de porte, le volant et le levier de vitesse. Quand un proche disparaît dans des circonstances aussi tragiques, on se retrouve perdu. Le jour des obsèques, tout s'est déroulé dans une espèce de brouillard. Je crois que j'ai fait un blocage. Je me souviens de presque rien, sinon que je suis entrée dans l'église et qu'il y avait les 3 cercueils. Et le fait que j'aurais aimé au moins leur tenir la main. Il y avait environ 1200 personnes au service funèbre. C'était impressionnant. Les gens étaient venus rendre hommage à ma mère, qui venait de prendre sa retraite, et à mon frère, qui devait passer son bac l'année suivante. La troupe des Jeannettes, dont ma fille faisait partie, et ses camarades de classe, étaient profondément touchés. Ils ne comprenaient pas. En tout cas, je suis reconnaissante à tous de leur soutien. On savait que les coupables étaient toujours libres. Et c'était très bizarre. On était complètement perdus. On ne comprenait pas pourquoi c'était arrivé. Pourquoi? À ce moment de l'enquête, on a été prévenu qu'une femme avait appelé le central parce qu'elle soupçonnait son fils d'être impliqué dans le vol des véhicules. On a immédiatement décidé d'exploiter cette piste en envoyant des policiers interroger cette personne. What's going on? My boy, friend called me. I'm gonna say I called him because they was over Wheeler's house. I'm so tired right now. And
Rita came back with some stuff, you see. They had broken somebody's house. And then come back, Raheem sitting in the car the whole while. So he said that he was with a friend. What's the friend's name? All I know is Weta? And Weta and some other boy. I don't know the boy name. Wheat, huh? Weta. Weta. And he said they went to the house? And I don't know what house. They came back with some stuff. Where's the stuff? That boy came back driving the car, my child did. Okay. Whatever they find in Oakland Park. Okay. Okay. Right. She's saying that her son has something to do with the cars that were located in Oakland Park in the 7100. And his name is Raheem Gibson. Yeah, 19-year-old. That's all we have right now. We just got her dressed because she was in a robe, in case y'all want to talk to her. Je me souviens avoir pensé que c'était peut-être le coup de chance qui allait nous permettre d'avancer dans cette affaire. Cette dame a été amenée au poste de police pour y être auditionnée. They were telling me, I just got down here and they were filling me in on what you were telling Detective Stokes. You say your daughter called you about seeing. She said it was on the news that she saw. Everybody found it. What happened? And they found the cars at Oakland Park. My damn head hurt. And that Raheem, she saw Raheem in one of the cars. Elle a raconté que son fils Raïm fréquentait un certain Marcus, un blanc, avec qui il passait tout son temps. Les deux garçons avaient eu des ennuis avec la justice, mais rien de très grave d'après elle. Raïm avait aussi un nouveau copain dont elle ne connaissait que le surnom, Weedy ou Wida. Elle ne connaissait ni son nom ni son adresse. There've been three stooges for the longest. Weta, Marcus, and my boy. Grew up in Benny Hill. They, whatever, three stooges we used to call. Are you and him having any problems? Is he upset with you? No, sir. That's my child. Good baby. Well, He just... but see, I'm being honest with you. So I'm not putting him in jail. I don't have any reason to put him in jail right now. Just because, even though you might think that's not enough to arrest him. Because you could be wrong. I might be overthinking. We're going to go up here, we're going to try and talk to Raheem at his house to see what he can tell us, and we're also going to try and talk to Marcus. Now, I would tell you this, when we go to Marcus, I'm not going to tell him, you come in here telling me anything, because we don't do that. But Marcus will probably know who we is. Trouver ce Marcus est devenu une priorité pour les inspecteurs qui voulaient l'interroger. Comme ils ont l'habitude de chercher des gens, ils n'ont pas mis longtemps à localiser ce garçon, ce copain de Raïm. Marcus a accepté de venir au poste de police et de raconter aux inspecteurs ce qu'il savait ou pas de ces meurtres. Your body language indicates that you're trying to hide something. Tired. It's tired? Yes, sir. This is a very serious. If you're trying to cover up for Raheem or Weta, Il avait l'air d'être disposé à coopérer. Il nous a expliqué que Raheem et Wida avaient eu l'idée de faire un braco. Autrement dit, de cambrioler une maison dans le voisinage. what did their text message say? Just, hey, where you at? Hey, like little stuff like that. Don't know who they were with? No. Les deux garçons avaient dit à Marcus que ce braco rapporterait gros, pensant que ça le pousserait à y participer. They called me and told me to meet him. And at the same time that they told me to meet him, my girlfriend's mom, she don't trust us at all. So she took us with her to the store. My girlfriend was there whenever they tried to call my phone and told me. Do you know what kind of car were they in? They said they were around Bike Street. Who else were they with? That's why I'm lost. They probably had someone meet them. It's just called someone else since I wasn't there. Is there anything else you can tell me that I need to know concerning this murder?
D'après sa version, Marcus avait été recruté pour le cambriolage, mais finalement il n'y avait pas participé, parce qu'il avait passé la soirée chez sa petite amie. Ensuite, il était rentré chez lui, avant de retourner en douche chez elle. Et il s'y trouvait toujours à l'heure où les meurtres avaient été commis. Mais il nous a aidés à identifier les autres garçons, car pendant qu'ils étaient en route, il lui avait téléphoné et il avait reconnu leur voix. C'est ce qui a fait progresser l'enquête. On a vérifié les déclarations de Marcus. Il nous avait dit la vérité. Par conséquent, il fallait trouver ce Ouida et peut-être le troisième individu qui avait remplacé Marcus pendant le braco. Mais on avait eu l'impression que celui-ci ne nous avait pas dit tout ce qu'il savait sur Ouida. Peut-être parce qu'il en avait peur. À partir de là, l'enquête s'est concentrée sur la recherche de toute information qui permettrait d'identifier Ouida. C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'un homme avait appelé la police pour signaler qu'il avait vu un type bizarre la nuit du triple meurtre. Et ce monsieur s'est présenté spontanément au poste pour déposer. First of all, sir, I'd like to thank you for coming down today. Can you just briefly tell me about what occurred on the night that you reported this incident? Yeah, I was actually, I left my house, I was running to the ATM to get some cash, and I was on the phone with my spouse, and as I was approaching the stop sign at the end of McKee Road, turning onto Highway 80 going back towards Midland, I noticed there was a guy, he was right when I was slowing down, stopping, he was walking across, like walking off the road onto the grass, and I'm looking back to see if there's traffic coming so I can go, and as I'm looking back, I don't know if he's looking at me thinking I'm looking at him or what, but he starts walking towards my car, just like he knows me, just walking straight towards my car, and I'm like, oh crap, this guy's walking towards me. And then I couldn't go because there was a car coming, he just keeps on walking. He probably got right there to the pavement of the road, yes, and I was able to go. Okay. And so I hung the phone up, and then at 9:18, I called 911. Because never do we see someone out there at 9:18 at night at McKee Rock Road. I mean, there's no reason to be out there. He was wearing a dark color hoodie. The hoodie was on his head. He didn't have like dreads or nothing, but I want to say he had like maybe like taller hair, maybe shorter hair like yours. He could have been, but it was shorter hair, maybe just, it wasn't long hair, shorter type hair. And he was, I would say he's a light-skinned guy. When you say light-skinned guy, is he black, white, what? He's a black guy, black male. How old did he look to you? Between, he could have been younger, but I would say between 20 and 30. If you give me a moment, I'll be right back with you shortly, okay? Okay. Due to the motorist, étant donné que ce monsieur avait bien vu le suspect, il nous est apparu crucial de lui présenter un panel de photos, en incluant plusieurs des fréquentations de Raheem Gibson. De fait, le témoin a reconnu un certain Rufus Burks comme étant l'individu qu'il avait aperçu le soir du meurtre. Dès lors, on savait qu'il fallait agir vite et retrouver ces garçons. Madame Gibson nous a donné l'adresse où son fils Raheem habitait à l'époque. Et peu après, les policiers l'ont amené au commissariat pour qu'on l'interroge. Do you know why your mom was calling us and that's worried about you? Yeah. Okay, like I said, we're honestly here to help you because they're that worried about you. Okay? And so that's why we're here to help you find out what's going on and so we can all get on the same page. So tell me what happened. I was at the house. So, from the mailbox, describe walking up there. Basketball goes in the truck, and he told us to wait on the side of the house.
Okay, when you're looking at the house, what side is the drive or the garage? This side. Who goes in the front door? Étonnamment, Raheem s'est montré très coopératif pendant tout l'interrogatoire. Il nous a même parlé d'un garçon, qu'il l'appelait Quez. Il fallait donc qu'on identifie et qu'on localise ce fameux Quez. So Quez, you don't remember any other name for it? His name, no. Oh, okay. Who's Ouida? Javarsier is Ouida. Okay, okay. En fait, Ouida était Javarsier établi. Et on avait été en contact avec lui depuis le début. Les Short avaient accueilli M. Tapli chez eux. Il avait l'habitude de dormir là-bas. Il partait en vacances avec eux. Toute la famille le considérait comme un second fils. Dans le cadre d'une enquête, quand on commence à soupçonner quelqu'un, on passe en revue ses comptes sur les réseaux sociaux. Les inspecteurs ont donc obtenu une commission rogatoire et c'est ainsi qu'ils ont découvert des échanges entre Javarsier Tapli et Rufus Burks. Échanges qui montraient leur implication possible dans cette affaire. Ils avaient également troqué ou vendu des vêtements et des objets volés dans la maison le soir des meurtres. Rufus Burks est arrêté et placé en garde à vue. Sur la foi des informations dont on disposait, on a également convoqué M. Tapli au commissariat. Sur commission rogatoire, on l'a photographié, on a prélevé son ADN et relevé ses empreintes. Let's go. Thanks. Just want to clarify, of course, you know we won't be doing this just cause. Yeah, I understand. And it's part of this process. So. Good job. Now, been talking to you back and forth, you know. Just opportunities here. Is there anything you want to tell us at this point? Okay. So right now I want to tell you something. That's what I said. Got your DNA. Got your fingerprints, okay? Okay. So is there anything that you want to tell us? Mais clairement, on savait que ce serait vraiment difficile de le faire craquer. Grâce aux données récupérées dans le téléphone portable de Javarsier Tapli, on a découvert que les informations effacées montraient qu'il avait contacté Caleb Short le soir des meurtres. Now, you know, I know you provided us with your phone last time, and you know, the strange thing with that phone, man, we tried to download it, and you know, a lot of times people think it's just share some knowledge with you. A lot of times people think when they delete stuff, they think it's gone. Oh, I ain't worried about all that. Listen. I just want to let you know, just share some knowledge with you. A lot of times people think they delete stuff from phones and stuff, and they think it's gone, but it's not gone. The minute you put stuff on there, text messages, phone calls, call logs, all that, etc. That stuff is not gone. It's not deleted. We have ways of pulling that stuff up. Yes, sir. Okay? Now, you know, you just keep that in mind, okay? Yes, sir. Now, one thing, what we look at when someone comes in here and they, you know, that kind of looks kind of being deceitful, you know, kind of not trustworthy when you come in here. You gave me a phone and he was doing, you said a T-Mobile update.
Yeah, you saw it was on like 5% when y'all came and got me. So that's what you was doing, update your phone. That's what you're saying. Yeah, because I ain't have enough space for all the other stuff, so I just did it again and then reset the whole thing. I just let it sit there and reset and do whatever I had to do. You didn't wait enough for it. That's what you're saying. Yeah. Alright. At this point, is there anything you want to disclose to us that you didn't? Or you haven't been disclosed to us at this point? No, sir. C'est très frustrant que M. Tapley n'ait fait aucun aveu. Mais quelque temps plus tard, on a reçu un courrier d'un détenu qui avait partagé sa cellule. Et à la suite de ça, on a fait venir cet homme au commissariat pour l'interroger. I'm sorry. Go ahead. Oh, it's okay. I apologize for the wait. I understand that you fill out a request, a letter that you wanted to speak with police about some information that you had pertaining to some certain individuals involved in some homicide cases. Is that correct? Cet informateur qui avait partagé une cellule avec M. Tapley nous a raconté sa rencontre avec lui. Il l'avait appelé le tueur de Houpatoy, ce qui avait donné lieu à la conversation qu'il nous a rapportée. Conversation pendant laquelle Jovarsier Tapley avait avoué son rôle dans cette affaire. Mr. Yupatoy keeps staring at me like that. He's like, oh, you're trying to throw shade? He's like, I've killed 3 people. You don't think I'll kill you too? If you ever call me Yupatoy again, I'm going to kill you. I don't care. We are in the storm. I will kill you. He's like, I'm never getting out anyway. When he came in the room in the morning, he'd read the paper and talk with me about his case. Just, you know, say things like, I wish I could do it again. I'd kill them again. He said they were going to kill the 3rd person who helped them. They'll look out and they were going to kill him. But there wasn't enough time. S'il ne s'était pas montré très loquace avec nous, il a été beaucoup plus bavard avec certains détenus de la prison du comté. Au total, 3 hommes sans lien entre eux ont informé les enquêteurs qu'à un moment ou à un autre, Jovarsier Tapley leur avait raconté avoir commis ces meurtres. Il se vantait de ce qu'il avait fait. Après avoir analysé les faits, pour découvrir la raison de ces meurtres, on en a conclu que le mobile était tout simplement la jalousie. Un ado envieux d'un autre qui a plus que lui. C'est vraiment stupide. D'après les indices recueillis pendant l'enquête, j'ai élaboré une théorie sur le déroulement possible des faits la nuit où Gloria Short, Caleb Short et Jenna Lindsay ont été tués. Apparemment, M. Tapley a contacté Caleb et lui a demandé de venir lui parler dehors. C'est là que Caleb a été agressé, frappé, puis traîné ou porté jusque derrière la maison. Puis les suspects sont entrés et ont commis ces crimes odieux. Il semble qu'ils aient pris le temps de ligoter les 3 victimes avec du ruban adhésif. Avant de les massacrer littéralement, en les frappant de manière répétée, avec un haltère de 4,5 kg. De fait, les victimes présentaient toutes des traumatismes extrêmement graves. C'est regrettable que ces 3 personnes aient perdu la vie. Mais on a fait de notre mieux pour leur rendre justice. On a été la voix des victimes. Face à l'accumulation d'indices, Jovarsier Tapley plaide coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Il est condamné à 3 peines de prison à vie incompressibles. Raheem Gibson aussi choisit de plaider coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation.
Il est condamné à 30 ans de prison. Rufus Burks est le seul à être jugé. Il est reconnu coupable d'un chef d'accusation de meurtre avec préméditation et condamné à 2 peines de prison à vie, plus une peine de 15 ans. En soi, c'est dur d'être inspecteur principal sur une affaire de meurtre. Alors qu'en plus, c'est la première fois, la pression est énorme. Mais Alan Malone a parfaitement mené l'enquête. Il l'a conclue et il a fait condamner les coupables. Depuis, il a été promu, mais on essaie toujours de le convaincre de revenir travailler avec nous. On s'est sentis trahis. J'étais ravie que Joe Varsier et mon frère soient amis. Mon frère était du genre timide, alors que Joe Varsier était plus extraverti. Alors je me disais, il va entraîner Caleb, ils vont faire des trucs ensemble. Joe Varsier nous accompagnait en vacances. On était allés en Floride tous ensemble. Gigi le connaissait depuis des années. Il passait ses étés à la maison. Ma mère lui achetait des vêtements. Il n'avait aucune raison d'être envieux. Tout ce qu'il voulait, on le lui donnait. Alors, après les cris et les larmes, il y a eu la colère d'avoir été trahi par celui qu'il est réellement. On ne le connaissait pas. Ça pèse sur chacun de nous. Il n'y a pas que sur moi que ça a eu des répercussions. Sur mon mari et mes enfants aussi. C'est difficile d'expliquer à un enfant que sa famille est montée au ciel et qu'elle ne reviendra pas. Ma fille était trop petite pour se souvenir de ma mère, de Caleb ou de Gigi. Pourtant, le froid de la fin novembre n'a rien d'extraordinaire à Heathrow. Il serre les jouets, glisse sous les manches, blanchit les parkings, enveloppe les hangars et les entrepôts d'une durée presque métallique, portante. Dans la nuit du 26 novembre 1983, si froid l'Assemblée annonce autre chose. Pas simplement un braquage, pas simplement une fortune déplacée d'un coffre à un fourgon. Cette nuit-là, dans un dépôt, Brinks Matt de l'International Trading Estate. Près de l'aéroport, des hommes venus chercher une somme déjà énorme tombant sur quelque chose de plus dangereux encore. Des lingots d'or, des diamants. De l'argent liquide, un trésor évalué à environ 26 millions de livres à l'époque. Et c'est là que l'histoire devient plus noire que le simple récit d'un cas. Parce qu'en touchant cette eau, ils ne volent pas seulement une richesse. Ils mettent en circulation une contamination. The Independent One. Au début, pourtant, tout semble presque banal à l'échelle du banditisme organisé, une équipe se prépare. Des hommes connaissant les habitudes, les horaires, les files humaines derrière, les grilles, les portes et les procédures. Ils n'y s'attaquent pas à un château impossible, mais à un système dont ils savent déjà qu'il repose. Comme tous les systèmes, sur des êtres fatigués. Routiniers, persuadés que la nuit suivante ressemblera à la précédente. Cette certitude est le premier verrou qui saute dans les grandes affaires. On imagine souvent que les coups du siècle naissent d'une audace surhumaine. En réalité, ils naissent souvent d'une information intime. Presque domestique, d'un détail livré au bon moment par la mauvaise personne. Dans le cas de Brinks Matt, les enquêteurs comprendront très vite que l'opération portait la marque d'un renseignement intérieur et le nom d'Anthony Black, un agent de sécurité lié aux braqueurs. S'imposera bientôt au cœur de l'affaire. History hit, TOUT. Ils ne sont pas censés trouver que là. Voilà peut-être les détails les plus vertigineux. Les hommes qui pénétreront dans le dépôt s'attendront, selon les récits retenues plus tard, à mettre la main sur environ 1 million de livres en devises étrangères. C'est déjà une somme qui change une vie, qui fait taire bien des scrupules, qui pousse des hommes ordinaires à accepter des risques extraordinaires.
Mais lorsqu'ils ouvrent les coffres et comprennent qu'ils ont devant eux des milliers de lingots, la logique du braquage change de nature. Le volume ne n'est plus seulement rentable, il devient monstrueux. Soudain, le problème n'est plus de sortir du lieu. Le problème, beaucoup plus grand, beaucoup plus lent, beaucoup plus fatal, sera de faire exister que dans le monde sans quel ne crie son origine à chaque reflet. Les récits ultérieurs ont retenu l'image de près de 600-800 lingots. D'autres articles de presse de l'époque avançant un chiffre inférieur, autour de 6000. Sans même du brouillard qui atteste tout entour l'inventaire public de cette fortune. Ces flux ne diminuent pas l'affaire, il l'agrandit. The Independent 1. Avant d'en arriver à cette découverte, il y a l'éruption des hommes armes. Determines sans place pour la hésitation. Ils profitant de l'ouverture qu'offre l'intérieur, ils neutralisent les gardes. Ils savent qui viser en premier, qui détient quoi, qui peut parler, qui peut ouvrir. Et au cœur de cette scène, l'un des moments les plus sinistres de l'affaire. De l'essence versée sur l'un des agents de sécurité, avec la menace de l'enflammer s'il ne donne pas ce qu'ils veulent. Ce geste dit tout du braquage avant même que l'ordre n'apparaisse. Il n'y a pas ici le romantisme frelaté que certains récits populaires aiment plaquer sur les grands vols. Il y a une terreur immédiate, animale. Calculée, derrière les chiffres. Derrière les mythes criminels, il y a des hommes attachés. Humiliés, persuadés qu'ils pouvant mourir dans un bâtiment froid pendant qu'ils. Des horreurs, le reste du pays dort encore. History hit 2, le plus troublant. Dans les grandes affaires, c'est souvent le silence qui les entoure au moment où elles se produisent. Pas de musique, pas d'éclat spectaculaire. Pas de foule figée dans les froids comme au cinéma, seulement des ordres brefs. Des gestes précis, l'odeur de carburant. La panique continue, des verrous qui s'ouvrent les uns après les autres. Et puis cette révélation presque irréelle, les braqueurs. Que cet ayant préparé un gros coup, comprenant qu'ils se trouvent devant une prise si immense qu'elle dépasse le cadre habituel du banditisme de rue ou même du crime organisé local. Ils n'ont pas simplement cambriolé un dépôt. Ils viennent d'arracher au système financier et logistique britannique une masse d'or qui va devoir être écoulée. Fractionnée, maquillée. Fondue, revendue. Blanchi, absorbé. Autrement dit, le braquage ne fait que commencer au moment exact où ils pensent l'avoir réussi. The Independent 1. C'est cette invasion qui donne à Brinksmat sa place à part dans l'histoire criminelle britannique. Beaucoup de vols s'achèvent lorsqu'on s'échappe avec le butin. Celui-ci commence véritablement au moment de la fuite. Parce qu'un sac d'argent se compte, un diamant se cache. Mais l'or, surtout à cette échelle, exige des complicités, des ateliers, des prétendants, des négociants, des intermédiaires, des corrupteurs, parfois des hommes respectables qui ne se voient pas comme des gangsters et qui, pourtant, finissent par devenir les organes essentiels d'une entreprise criminelle. Plus tard, les autorités britanniques décriront le blanchiment d'argent comme ce qui sous-tend et permet la plupart des formes de criminalité organisée, précisément parce qu'il transforme un acte violent en puissance durable. Le dossier Brinksmat la montre de façon presque pédagogique une fois alors sorti. Il a fallu des filières, et ces filières ont propagé la corruption comme une onde sale. National Crime Agency, Gov. UK 3. Il faut imaginer le vertige de ceux qui découvrent la nouvelle. Au petit matin, quand l'attaque est connue, quand les premiers récits remontent, quand les chiffres circulent avec cette violence particulière des nombres immenses. 26 millions de livres en 1983. Une somme qui, déjà, paraît absurde.
Une somme qui donne le sentiment qu'un morceau du réel cesse de boîte. Dans une Grande-Bretagne encore travaillée par les tensions économiques et sociales du début des années Thatcher. Cette masse d'or volée n'est pas seulement un fait divers spectaculaire, c'est une gifle infligée à l'idée même d'ordre. On ne dérobe pas par hasard d'une telle quantité de richesse au cœur d'une infrastructure censée incarner la sécurité, la discipline. La chaîne de confiance, ce n'est pas seulement le dépôt qui a été percé cette nuit-là, c'est l'illusion que certains circuits sont inviolables. History hit 2. Très vite, les noms commencent à circuler dans les couloirs de l'enquête, dans la presse, dans les récits des informateurs, Michael Mickey McAvoy, Brian Robinson, Anthony Black, des hommes du milieu, mais aussi des hommes dont la proximité familiale ou relationnelle éclaire l'opération sous un jour presque trivial. Le crime du siècle nourri en partie par des liens de table familiale, par des confiances déplacées, par cette familiarité qui est souvent le vrai point faible des dispositifs de sécurité. Les policiers comprennent vite qu'ils n'ont pas affaire à une équipe de génies invisibles descendus de nulle part. Ils sont face à un groupe qui exploite une vérité ancienne. Les coffres les mieux gardés se donnent parfois non pas à la force, mais à l'intimité. History hit 2. Mais l'histoire ne se contente pas d'être celle d'un accès facilité. C'est ici qu'elle prend cette coloration presque empoisonnée qui explique pourquoi, des années plus tard. Brinksmat ne se résume jamais au braquage lui-même. À l'instant où les voleurs comprennent la nature exacte de leur prise, ils créent un problème trop grand pour eux seuls, pour reculer un tel volume d'or. Il faut sortir du registre du simple voleur et entrer dans celui du receleur sophistique, du faussaire financier, du négociant gris, du corrupteur capable de faire taire ou d'achérer. C'est dans cet espace que surgit bientôt l'un des noms les plus sombres liés à l'affaire, Kenneth Noé. Les récits de presse et les reconstructions historiques le présentent comme l'un des personnages centraux du traitement du butin. Un homme capable de transformer une marchandise immédiatement réparable en métal réintroduit dans les circuits. Certaines sources rapportent qu'il aurait fait fondre une partie de l'or et l'aurait allié à du cuivre pour en masquer l'origine, tandis que des policiers retrouveront plus tard des lingots dissimulés sur une propriété qui lui était liée. The Independent One. Et tout à coup, le braquage change de visage. Il n'est plus seulement l'histoire de 6 hommes dans la nuit. Il devient l'histoire d'un pays oblige de regarder en face la porosité entre les mondes. Le monde des hangars et des armées, le monde des entreprises et des métaux précieux, le monde des intermédiaires qui parlent doucement. Signent proprement, portant parfois des costumes impeccables, et font pourtant circuler la matière du crime avec une efficacité supérieure à celle des braqueurs yuxmemes, c'est là. L'effet domino, un garde corrompu ouvre une portée. Une équipe armée force des coffres. Des receleurs spécialisés transformant le produit du volume. Des réseaux financiers l'absorbent. Des policiers s'approchent. Parfois trop près de certains milieux, au point que l'affaire alimentera plus tard plusieurs enquêtes pénétrantes sur la corruption au sein de la police britannique. Une seule nuit, et ensuite des années de soupçons, de filatures, de procès. The zones grises, the independent and 4. Si qui fascine dans Brinksmat, et si qui dérange plus encore. C'est ce que l'or voulait sembler avoir refusé de rester de l'or, il deviant language. Influence, opportunity, menace. On a souvent répété que presque toute l'or en circulation à Londres, à un moment ou à un autre, pouvait symboliquement être suspect d'avoir croisé l'ombre de ses casses. La formule est spectaculaire. Parfois exagérée dans sa portée littérale, mais elle dit quelque chose de vrai sur l'imaginaire provoqué par l'affaire. Car le scandale n'est pas seulement que tant de métal a été dérobé. Le scandale est qu'une partie de ces métal a pu être refondue dans la normalité. C'est le vieux cauchemar des sociétés modernes. Le crime ne reste pas à l'extérieur. Identifiable, sale,
repoussant, il passe dans le circuit. A deviant transaction, actif. Placement, bien respectable. Et lorsqu'il y parvient, susqu'il ident ne portent pas toujours de cagoule. National Crime Agency, Gov. UK3, il faut revenir. Portant, à cette première nuit. Parce que c'est là que se noue la charge émotionnelle de toute l'affaire. Les gardes n'ont pas vu une légende criminelle entrer dans leur vie. Ils ont vu des hommes nerveux, menaçants, capables d'aller jusqu'au fou pour obtenir une combinaison. On peut raconter Brinksmack comme l'histoire d'une somme gigantesque, mais on trahit quelque chose si l'on oublie la pure intime qui en est l'origine. Toute grande affaire économique du crime a un point de départ humain, minuscule et brutal. Une respiration coupée, des poignets lies. Une voix qui tremble, un corps qui se persuade de survivre minute après minute. Si le contraste entre l'échelle industrielle du butin et l'échelle très simple de la terreur individuelle donne au récit sa puissance la plus dure. D'un côté, des lingots à lines, presque abstraits. De l'autre, des hommes qui comprennent qu'ils peuvent être brûlés vifs pour une suite de chiffres. The Independent 5, puis vient la sortie. Le mouvement inverse de l'intrusion, on importe si compute. On organise la fuite, on mesure déjà le poids matériel du succès. Car voler de l'or, ce n'est pas seulement le posséder, c'est le déplacer. Et si dit-elle presque physique, presque bête. Donner à l'affaire une texture particulière, l'argent liquide disparaît facilement. Les diamants se dissimulent, mais les lingots imposant leur masse. Leur inertie, leur réalité. Ils rappellent aux voleurs que ces qu'ils ont pris n'est pas seulement précieux, c'est l'ordre. L'histoire criminelle adore les symboles. Mais ici les symboles résistent aux bras, au coffre d'un véhicule. À la logistique la plus concrète, si poids annonce déjà tous les autres. Le poids des complicités à recruter, des silences à acquitter, des trahisons à prévenir, des promesses à tenir, des parts à répartir, des erreurs à craindre. Chaque kilo d'or paraît porter avec lui des années de conséquences. History hit 2. À partir de là, la machine policière se branle. Et très vite, on fait simple. Un braquage aussi cible n'a pas pu être improvisé de l'extérieur, les détectives remontant la piste de l'initi. C'est un mouvement classique des enquêtes, mais ici il devient crucial. Presque fondateur, parce que si l'on démontre qu'un homme charge de protéger a de voler. Alors la faille n'est plus technique, elle est morale. Anthony Black finit par devenir 6 points de rupture. Son rôle, selon les récits établis, aide les enquêteurs à comprendre comment les braqueurs en dessous ou entre, quand agir, qui neutraliser, quels coffres visor. Et lorsque l'intérieur cède, tout le reste. Soudain, semble susceptible de céder aussi. Cette logique-là, la société britannique des années 1980 la connaît déjà dans d'autres domaines. Institutions sécurisées, confiance abîmée, zones d'ombre entre respectabilité et prédation, mais Brinksmack lui donne un visage brut. Métallique, impossible à ignorer. History hit 2. Le plus sinistre est peut-être que le succès du braquage a contenu en lui l'échec futur de presque tous ceux qui ont touché. Voler moins serait d'être plus simple, voler quête fortune oblige les acteurs à multiplier les contacts, à élargir le cercle, à contaminer d'autres existences. Un gros butin attire non seulement l'envie, mais la nécessite de nouvelles alliances. Or, plus le cercle grandit, plus il crée de fuites, de rivalités, de duplicité, c'est le paradoxe de l'or massif. Il enrichit en théorie, il expose en pratique. Pour le convertir en argent dépensable, il faut confier sa survie à d'autres hommes. Parfois plus dangereux encore que les voleurs initiaux. L'or devient alors une sorte de test chimique de l'âme.
Il révèle qu'il acceptera de manipuler les produits d'un acte violent pour sa part du gâteau, qui détournera le regard, qui vendra un renseignement, qui fera semblant de ne pas comprendre d'où vient la matière qu'on lui demande de traiter. Les autorités britanniques parlent aujourd'hui du blanchiment comme d'une menace pour l'intégrité du système financier. Dans Brinksmat, cette définition prend un visage presque littéraire. Celui d'un métal scellé qui cherche à devenir propre sans jamais vraiment y parvenir. National Crime Agency. Gov. UK 3. Et pendant que le public découvre peu à peu l'ampleur de l'affaire, une mythologie commence déjà à naître. Le crime du siècle, Guillotine. L'expression a l'avantage des manchettes, mais elle cache un danger. Elle peut faire oublier la banalité morale de qui s'est produite, car les grands crimes sont rarement grandioses à l'intérieur. Ils sont faits d'avidité, de peur, de calcul, de petites justifications prévues, de familiarities compromises, de silences achetés. Brinksmat fascine par ce qu'il semble immense. Il effraie davantage quand on comprend qu'il fut aussi le produit d'une chaîne de lâchetés et d'opportunisme très humain. Le spectaculaire n'est que la surface. En dessous, il y a l'éternelle mécanique. Quelqu'un cède, quelqu'un ouvre, quelqu'un menace, quelqu'un importe, quelqu'un recycle, quelqu'un encaisse, quelqu'un ment et très vite. Tout le monde jure qu'il n'a fait qu'un petit pas. The Independent 6. Si le premier mouvement de l'histoire, c'est celui de la nuit du braquage et de ses heures immédiates. Est-ce donc déjà plus qu'un début? C'est une naissance toxique. On croit assister à un volume, on assiste en réalité à la mise en circulation d'un poison social. Les lingots quittent le dépôt. Mais ils n'entraînent pas seulement dans le monde criminel, ils vont frotter le monde légal. Le tenteur, l'infecteur. Le forceur assez révéleur. C'est pour cela que Brinksmat a survécu dans la mémoire collective bien au-delà de la liste des coupables initiaux. Parce qu'il ne raconte pas seulement comment des hommes ont pris de l'or. Il raconte ce qui arrive quand de l'or volé devient un test pour tout un pays. Qui le reconnaîtra, qui le refusera, qui prétendra ne pas le voir, et surtout. Combien d'hommes pensent ne toucher qu'un métal? Finiront par toucher à quelque chose de plus corrosif encore. La certitude intime qu'une fortune seule peut toujours trouver des mains pour l'accueillir. The Independent 4, dans la prochaine phase du récit. La question ne sera déjà plus simplement de savoir qui a braqué Brinksmat. La vraie question commence à se dessiner ici. Au bord de cette nuit glacée de novembre, que fait-on d'un trésor pareil une fois qu'on l'a entre les mains? Et combien de hommes faudra-t-il compromettre pour qu'il cesse d'avoir les vols? C'est là que le cas va devenir une traque. Puis une affaire de corruption, puis une longue décomposition morale où le butin semblerait parfois moins maudit pour avoir été prise que pour avoir continué à circuler. The Independent 1, dans les jours qui suivent le braquage. Londres ne découvre pas seulement l'ampleur d'un volume, elle découvre la forme nouvelle d'une menace. Ce qui a été pris à être n'est pas un butin qu'on empile dans une cave avant de le partager, dans un éclat de rire nerveux. C'est une masse de métal si précieuse, the identifiable. Si lourde de conséquences, qu'elle transforme immédiatement les voleurs en hommes traqués par leur propre succès. Ils sont crus de rober une fortune. Ils viennent surtout d'hériter d'un problème trop vaste pour eux. Trop visible pour rester brut, trop célèbre pour être vendu tel quel. Très vite, les policiers comprenant que le vrai théâtre de l'affaire ne se trouve plus dans le dépôt de Brinksmat, ni même dans la violence glaciale de cette aube de novembre, mais dans ce qui s'ouvre juste après. Le moment où l'heure doit changer de visage, c'est cela. Dans cet intervalle entre le crime et l'argent dépensable, qu'est naît le vrai monstre. Wikipédia 1. Au départ, l'enquête avance avec l'énergie fiévreuse des grandes affaires, cette combinaison de certitudes brutales et de zones d'ombre qui font croire. Pendant quelques jours, que tout peut encore être saisi à temps.
Les premiers interrogatoires, les premières vérifications. Les premiers recoupements dessinent un schéma presque rassurant dans sa simplicité. Il y a eu de l'aide à l'intérieur. L'entrée n'a pas été un miracle tactique. Derrière l'audace apparente se cachait une faille humaine. Anthony Black devient rapidement un homme central, non comme un génie du crime, mais comme le maillon intime, le point de faiblesse qui permet au braquage d'exister. Place les enquêteurs s'approchant de lui, place ils comprenant que le cas n'a rien d'une prouesse abstraite. Il repose sur la vieille matière des drames humains, confiance mal placée. Cupidité, proximité familiale. Banalité du mensonge et cette banalité. Paradoxalement, rend l'affaire place inquiétante. Car si on dépôt sans se protéger des millions pour tomber à cause d'un homme qui en connaît les rythmes, les portes et les habitudes. Alors si n'est pas seulement un entrepôt qui a été violé, c'est une idée de la sécurité elle-même qui vacille. Wikipédia 1, pourtant. Au même moment, ceux qui ont participé au volume découvrant une vérité plus cruelle encore. Voler leur était la partie la plus simple. La difficulté véritable commence maintenant. Dans les voitures, les garages, les planques, les conversations murmurées où chacun mesure soudain le poids réel de ce qu'il a entre les mains. L'or n'a pas seulement une valeur, il a une mémoire, il porte des numéros, des formes, une provenance. Un éclat presque accusateur, il faut donc le faire disparaître sans le détruire. L'effacer sans l'anéantir, les transformer sans perdre ce qui fait sa puissance. On entre ici dans un territoire où le braqueur classique ne suffit de place, il faut des hommes qui connaissent les forces. Les circuits, les prétendants, les sociétés écrans, les ateliers, les comptoirs, les complicités discrètes. Il faut des receleurs qui ne se contentent pas d'acheter, mais qui savent convertir les crimes en matière socialement tolérable. La frontière entre le monde criminel et le monde respectable commence alors à se brûler. Et c'est précisément ce brûlage qui donnera à Brinks sa place à part dans l'histoire britannique. Dans cette phase, tout devient affaire de silence. Pas le silence noble des romans noirs, mais un silence commercial. Utilitaire, presque administratif. Qui peut prendre livraison d'un métal aussi compromettante? Qui peut le fondre sans poser de questions? Qui peut prétendre ne pas voir que ces lingots n'arrivent pas par les voies ordinaires? Les récits construits après coup montrent combien cette étape exige bien plus qu'une fuite réussie, elle exige une infrastructure clandestine. Une des séries de décisions apparemment techniques prises par des hommes qui, chacun, on doit accepter de se salir un peu plus. C'est là que l'affaire s'étend, elle cesse d'appartenir uniquement aux hommes qui en menacent les gardes avec de l'essence et des allumettes. Elle commence à appartenir à tous ceux qui, sans avoir été là cette nuit-là, vont toucher une part du métal, manipuler un fragment du mensonge. Prélever un pourcentage sur la peur des autres, et plus le cercle s'élargit. Plus un paradoxe s'impose. Chacun croit n'intervenir qu'après les moments les plus scellés. Alors qu'en réalité, chacun prolonge la violence initiale. Le receleur qui accepte le métal n'est pas en dehors du braquage. Il le continue. Le fondeur qui recasse le lingot n'est pas neutre. Il donne au crime un avenir. L'intermédiaire qui fait circuler l'argent ne fait rien. Il offre au volume la possibilité de s'installer dans le monde. Si mécanisme que les autorités britanniques décrivent aujourd'hui comme la logique même du blanchiment. Apparaît ici dans toute sa nudité. L'infraction première attire autour d'elle une constellation d'infractions secondaires, puis tertiaires, jusqu'à produire ce qu'on pourrait appeler une économie du pêche rentable. Et plus cette économie grossit, plus il devient difficile de distinguer le homme armé de l'homme en costume. Parce qu'ils travaillent désormais à la même entreprise. Très vite, un autre nom commence à flotter à la surface de l'affaire, avec cette épesanteur particulière des personnages qui semblent naître pour hanter les récits criminels britanniques. Kenneth Noy,
Son importance ne tient pas au fait qu'il ait participé à l'éruption initiale, mais aussi qu'il représente dans l'étape suivante. Il appartient à cette catégorie d'hommes plus difficiles à raconter que les braqueurs eux-mêmes, parce qu'ils ne s'imposent pas d'abord par le fracas mais par l'utilité. Ils savent quoi faire de l'argent sale. Ils savent comment le métal vol peut cesser d'avoir l'air vol. Les sources de presse et les récits rétrospectifs le décrivent comme l'un des hommes capables de faire fondre, de mélanger, de réintroduire une partie du butin dans les circuits légitimes, notamment en altérant sa forme et sa traçabilité. C'est une étape décisive. Presque alchimique, lors du scandale devient l'or de personne, ou plutôt l'or de tout le monde, parce qu'il a été suffisamment transformé pour se dissoudre dans la circulation normale. Et c'est précisément à cet instant que l'affaire cesse d'être seulement spectaculaire pour devenir terrifiante. Car enfin, quelle idée plus sombre qu'un pésolon peut voler un trésor et le faire revenir, un peu plus tard, dans les circuits ordinaires, sous une apparence propre. Levy, acceptable. Ce n'est plus seulement la police qui est insultée. C'est la notion même de frontière morale entre l'illicite et l'illicite. Si Lord Brinksmat peut être fondu, Ali recule. Revendu, alors le crime n'a pas besoin de rester dans ses marges. Il peut réintégrer le centre. Il peut passer d'un hangar de Heathrow à des comptoirs, à des comptes, à des transactions, à des patrimoines. Cette perspective donne à l'affaire une profondeur presque politique. Elle est racontée moins l'avidité de quelques hommes que la vulnérabilité d'un système entier face à l'argent lorsqu'il cherche désespérément à oublier son origine. Pendency et temps. Dans les bureaux d'enquête, la pression montait. L'affaire prenait une ampleur nationale. La somme volée, déjà sidérante, attire les ambitions, les rivalités, les égos institutionnels. Chaque piste semble promettre une percée. Chaque retard paraît impardonnable. Les policiers savent qu'ils ne poursuivent pas seulement des braqueurs, mais un réseau en formation, un réseau qui se professionnalise à mesure que le temps passe. C'est toujours l'un des drames des grandes affaires financières. Plus l'enquête avance lentement, plus le crime devient sophistique. Les lingots, en attendant pas sagement d'être retrouvent. Ils sont fondos, fractions. The places converted, absorbed par d'autres mains, ainsi. C'est que les détectives affrontant n'est pas simplement un groupe d'hommes cachés derrière un butin, c'est une fuite en avant, une mutation permanente. L'eau change de forme plus vite que la vérité. Cette transformation donne naissance à une atmosphère singulière, presque suffocante, dans laquelle chacun semble surveiller tout le monde. Les braqueurs craignant les informateurs, les intermédiaires craignant la police. La police, elle, apprend à craindre autre chose. L'idée que certains de ses propres circuits puissent être pour eux. C'est l'un des aspects les plus troublants du récit Brinksmat et l'un de ceux qui expliquent sa persistance. L'affaire n'a pas seulement soulevé la question du volume et du recel, elle a fini par alimenter de sérieux soupçons de corruption policière, au point que des enquêtes ultérieures se sont penchées sur les relations malsaines entre certains officiers et certains milieux criminels liés au traitement du butin. Cette dimension ne surgit pas comme un appendice secondaire. Elle appartient au cœur même de ce que le vol provoque. Il n'achète pas seulement des voitures, des terrains, des faux commerçants. Il achète parfois du temps, de l'indulgence, des angles morts, des amitiés douteuses. Et c'est là que l'effet domino prend tout son sens. Une porte s'ouvre à Heathrow parce qu'un homme de l'intérieur a trahi. Des lingots sortent. Pour les cacher, il faut d'autres hommes. Pour les vendre, d'autres encore. Pour masquer leur circulation, il faut des montages, des relais, des faiblesses institutionnelles à chaque étape.
l'affaire s'éloigne un peu plus de sa scène d'origine, mais elle est gagnée en profondeur corruptrice. Comme une goutte d'encre dans l'eau, elle colore toute sequelle touchée. Le dépôt, les familles, les quartiers, les réseaux du sud de l'Angleterre, les ateliers, les banques, les autorités, les services d'enquête. On comprend alors pourquoi tant de récits sur Brinks donnent l'impression de raconter plusieurs histoires à la fois, un braquage, un blanchiment, une guerre de milieu, une série de trahisons, une crise de confiance dans l'État. En réalité, ce n'est qu'une seule histoire. Mais une histoire qui, à force tant de porte-squelles, a fini par traverser presque tous les étages de la société. À mesure que la rumeur enflait, le public lui-même est pris dans une étrange fascination. Il y a, dans l'imaginaire collectif, quelque chose de presque enfantin face à l'or. Des lingots, des coffres, des camions blindés, des hommes armes. Tous les éléments d'une fable moderne sur la richesse et le risque, mais Brinks résiste à cette simplification. Plus on regarde l'affaire, moins elle ressemble à une conte criminelle brillante. Et plus elle ressemble à une désintégration morale. Les hommes impliqués ne s'élèvent pas. Ils s'enfoncent. L'argent ne libère pas, il enchaîne, le bouton n'ouvre pas son horizon, il ouvre une série de pièges. Chaque nouvelle alliance exige une autre concession, chaque solution technique crée un nouveau risque. Chaque part distribuée appelle une autre part, puis une autre. Jusqu'à ce que personne ne sache plus exactement où finit le volume et où commence le système qui le protège, dans l'ombre de cette mécanique. Les figures initiales du braquage commencent déjà à se fissurer. Le public voit des noms. Parfois des visages, les enquêteurs. Oui, voyant les lignes de fail. Mickey McAvoy et Brian Robinson émergent comme des figures clés du hold-up lui-même. Mais plus l'on s'enfonce dans l'après-coupe, plus l'affaire c'est de double. D'un côté les hommes de l'aube. De l'autre les hommes de l'après-midi. Ceux qui ne braquent pas les coffres mais braquent le réel en lui imposant une version falsifiée de l'origine des choses. C'est une hiérarchie du crime plus sophistiquée qu'elle n'en a l'air. Le public retient facilement les premiers. Parce qu'ils ont la dramaturgie brutale des armes. Pourtant, les secondes sont peut-être plus déterminantes encore, parce qu'ils donnent au volume sa durée. Sans use, le butin sera un objet volé. Grâce à Hughes, il devient un flux. Il y a dans cette période un détail presque cruel, plus le braquage s'éloigne dans le temps. Plus il devient difficile de l'arrêter dans sa forme pure. Les premières arrestations. Les premiers aveux, les premières condemnations futures ne suffiront pas à refermer l'affaire. Précisément parce que le cœur du scandale ne réside plus uniquement dans l'identification de ceux qui sont entrés au dépôt. Il réside dans la capacité du butin à survivre à ses auteurs immédiats. Les autorités l'apprenant avec frustration, capturent les voleurs n'équivaut pas à récupérer l'or. Récupérer une partie de l'or ne suffit pas à défaire ce que son passage a déjà fabriqué. La fortune dérobée assème des traces, des habitudes, des investissements, des réflexes de clandestinité qui dépassent désormais le simple dossier criminel. C'est pour cela que l'affaire donnera pendant des années l'impression d'être inachevée. Presque mouvante, comme si elle refusait de devenir une passe stable. Dans certains récits journalistiques, on sent presque le même frisson revenir. Celui d'une société qui se demande combien de bijoux, combien de réserves, combien de transactions on peut absorber en fragments, même infâmes. De s'y mettre la rage dans la violence, la formule selon laquelle une grande partie de l'or britannique aurait. D'une manière ou d'une autre, quasi l'ombre de Brinks à long terme circule. Elle tient autant de l'image que de la preuve totale, mais elle continue de fasciner parce qu'elle résume parfaitement l'horreur moderne du blanchiment. Ce qui a été volé n'est pas seulement dissimulé, il est recyclé jusqu'à devenir banal, et rien n'est plus perturbant qu'une richesse sale devenue ordinaire.
pour les hommes impliqués. Toutefois, rien ne devient banal. La fortune revit ses charges vides de soupçons, de tension, de surveillance. Dans les maisons, dans les ateliers, dans les discussions de pub ou les rendez-vous arrangés à la hâte, chacun pesait ses mots. Qui parlait à qui adonne un nom, qui conserve quoi, qui triche sur sa part. Dans les affaires de cette taille, l'argent n'unit jamais durablement, il classe. Il sépare, il humilie. Elle excite les rancunes, et comme le bouton de Brinks-Mat est d'une ampleur exceptionnelle. Si les tensions ordinaires du crime organisé prennent une dimension presque tragique, si n'est pas simplement une bande qui se partage un gain. C'est une chaîne humaine suspendue au-dessus d'un vide, chacun tenant la main de l'autre tout en sachant qu'il pourrait devoir la lâcher pour survivre. Les policiers, yuxa. Avancent avec la sensation inverse, ils tiennent enfin une partie des noms. Mais l'affaire leur échappe déjà par l'autre extrémité. Cette frustration devient le moteur souterrain de toute la suite. Ils peuvent remonter jusqu'aux hommes du braquage. Ils peuvent établir certains rôles. Ils peuvent comprendre la logique de l'entrée, de la menace, de la sortie, mais plus ils s'approchent du métal. Plus celui-ci semble se dissoudre dans des couches successives de transformation et d'intérêt de partage. C'est le moment exact où l'enquête change de nature. Elle cesse d'être uniquement une chasse aux braqueuses pour devenir une poursuite contre un mécanisme de blanchiment, contre une architecture de complicité qui de la lenteur même de la justice. Le crime initial a duré une poignée de jours sans nettoyage. Lui menace de durer des années. Ainsi, la deuxième phase de Brinks-Mat ne racontait pas simplement un après-coup. Elle racontait la naissance d'un deuxième crime à l'intérieur du premier, leur circulait. Et avec lui une nouvelle catégorie d'acteurs, pas les hommes qui enfoncent les portes, mais les hommes qui savent ouvrir des circuits, pas les hommes qui terrorisent les gardes. Mais les hommes qui rassurent les acheteurs, pas les hommes qui brandissent des armes. Mais ceux qui tiennent des registres, créent des sociétés, changeant des formes, déplaçant des sommes, prétendent leur visage comme une matière née dans la peur. C'est ce glissement qui rend l'affaire si dense, si moderne, presque prophétique. Elle montre que le banditisme ne s'arrête pas là où commence l'argent propre, il rêve au contraire d'y entrer. Et parfois, avec assez d'or, il y parvient quand la nuit du braquage s'éloigne enfin. C'est qu'elle laisse derrière, elle n'a rien d'un simple décor de polar. Elle laisse une contamination active. Des noms émergents, mais d'autres restant dans le brouillard. Des pistes se précisent, mais les sentiers du boutin commencent déjà sa métamorphose. Les braqueurs ont quitté le dépôt. Lui entre dans une seconde vie. Place discrète et place dangereuse. Et c'est peut être cela. Au fond, le cœur battant de Brinks-Mat. La violence du braquage fut immédiate, mais sa véritable puissance destructrice réside dans ce qui l'a rendu possible ensuite. L'or n'a pas seulement été volé, il a été mis au travail. Il a commencé à quitter le silence, la compétence, la respectabilité d'empreinte. Il a commencé à fabriquer. Autour de lui, un monde où chacun pouvait se persuader qu'il ne faisait que rendre service. Fondre un peu de métal, déplacer un peu d'argent. Fermer un peu les yeux. Or, c'est ainsi que les grandes affaires dévorent tout. Non en exigeant des monstres à chaque étape, mais en recrutant peu à peu des hommes capables de petits renoncements. La suite du récit s'écrira donc dans cette matière trouble, des arrestations. Ah oui, mais aussi des transformations, des avancées policières. Ah oui, mais aussi des morts. Des pieux, des fortunes déplacées. Des complicités qui commencent à se resserrer comme un noyau autour de ceux qui croyaient contrôler l'histoire. Car une fois que l'or a quitté Heathrow,
Place personne ne possède vraiment le casse. Le casse possède désormais tous ceux qui l'approchent. Leven n'a pas encore quitté l'Angleterre lorsque l'affaire commence à changer de température. Au lendemain du braquage, tout avait encore la brutalité nette d'un crime armé. Des hommes ligots, des coffres forces, des lingots envolés. Une somme si énorme qu'elle paraissait presque abstraite, mais dans cette troisième phase, si qui s'installe n'est plus seulement le choc, c'est la fièvre. Une fièvre lente, souterraine. Qui gagne les policiers, les voleurs, les intermédiaires, les receleurs, et jusqu'aux institutions et les mêmes. Car place les jours passants, place en évidence s'impose. Si qui a été volé à Brinksmat ne pourra pas être traité comme un simple butin. L'or est trop célèbre, trop volumineux, trop compromettant, jusqu'ils ont touché en crucial sur une fortune. Ils sont saisis un objet qui exige désormais une chaîne entière de mensonges pour continuer d'exister dans le monde. Et chaque nouveau mensonge appelle un nouveau complice. Chaque complice appelle un nouveau risqué. Chaque risqué appelle une nouvelle pire. C'est à cet instant précis que le braquage devient plus qu'un crime. Il devient un système. History hit 1. Dans les bureaux d'enquête, l'énergie du départ cède la place à quelque chose de plus lourd. Les policiers ont déjà compris que l'attaque n'a pas été improvisée et qu'elle repose sur une faille interne, Anthony Black. L'agent de sécurité lié au braqueur apparaît comme l'un des pivots de la nuit du 26 novembre 1983. Grâce à lui, les hommes de Mickey McAvoy et de Brian Robinson ont pu pénétrer dans le dépôt. Identifier les bons gardes, viser les bons coffres. Réduire le temps d'incertitude, cette découverte est importante. Bien sûr, mais elle est alors un effet pervers. Elle donne l'impression qu'une partie essentielle du mystère est résolue alors qu'en réalité le cœur du problème est ailleurs. Comprendre comment ils sont entrés n'explique pas encore ce qu'ils vont faire d'un tel trésor. Et c'est cette seconde question qui commence à absorber tout le reste, car à mesure que les enquêteurs remontent vers les hommes du braquage, Louis s'éloigne déjà, ils font. Voyage, change de forme. Disparaît derrière des façades nouvelles. La police suit les hommes, le métal suit d'autres routes. History hit 1. Les premières percées contre les braqueurs ont pourtant quelque chose de presque rassurant. L'affaire semble encore appartenir à la logique classique du grand casse britannique. Des noms émergents. Des rôles se dessinent. Mickey McAvoy. Brian Robinson, Anthony Black. Ces figures permettent au public comme aux enquêteurs de croire qu'il existe une architecture lisible derrière l'événement. On imagine facilement les réunions discrètes. Les heures passées à observer les habitudes du dépôt, la conviction que s'y coupe la changuera toute. Et peut-être, durant un bref moment, certains parmi eux sont-ils vraiment cru qu'il suffirait de survivre à la nuit du braquage pour entrer dans une vie nouvelle, c'est la lune d'escroté de Brinksmat. Si fantasme s'effondrait presque aussitôt, car voler cette quantité d'or. Si n'est pas gagner sa liberté, c'est accepter d'entrer dans une prison plus vaste. Faites des complicités de soupçons. Des regards derrière l'épaule, d'intermédiaires qu'on ne maîtrise jamais tout à fait. History hit 1. Très vite. Le récit cesse donc de suivre uniquement les hommes qui ont brandi les armes. Il commence à se déplacer vers une autre caste. Plus discrète, souvent plus dangereuse encore. Celle de ceux qui savent faire oublier. Faire oublier à la matière d'où elle vient. Faire oublier aux banques si qu'elles voyant. Faire oublier aux négociants si qu'elles manipulent. Faire oublier au pays lui-même que le métal qui circule a peut-être quelques semaines place toute. Quitte un entrepôt sous la menace de l'essence et du feu dans cette catégorie d'hommes. Kenneth Noé occupait bientôt une place centrale. Il n'est pas le visage spectaculaire du hold-up. Il est autre chose, le technicien moral du sale.
Le genre de homme dont l'importance réside dans sa capacité à prendre l'inacceptable et à lui donner une seconde vie, les récits de presse et les procédures retiendront qu'après les premières arrestations du gang. Il devient un suspect majeur dans le traitement du butin et que des lingots liés à Brings. Matzeron retrouve intérêt dans son jardin. Les autorités affirmeront aussi qu'il avait beaucoup d'importance. Morceau des produits du casse et d'effectuer de gros dépôts bancaires en Grande-Bretagne, en Suisse et en Irlande, à cet instant. L'affaire n'est déjà plus seulement celle d'un braquage réussi, elle devient celle d'une filière. The Independent, too. Il faut mesurer ce que cela signifie sur le plan dramatique. Dans les histoires criminelles ordinaires, il existe une séparation nette entre l'instant de la violence et l'instant du profit. Brinks-Matt pulverise cette séparation. Le profit lui-même devient une extension de la violence. Car pour que l'on rapporte, il faut le blanchir. Et pour le blanchir, il faut des hommes capables de suspendre leur conscience. D'enjamber les questions, de s'inventer des explications commodes. Aucun d'eux n'est obligé de se dire criminel au sens théâtral du mot. Il leur suffit de se voir comme pragmatiques. Habiles, informes, utiles, c'est ce qui rend cette phase de l'affaire si dérangeante. Les braqueurs, au moins, assumant la brutalité de leur acte, les blanchisseuses, s'y drapent place facilement dans le langage des affaires, de la technique, de la transaction. Mais leur rôle peut être plus essentiel encore, parce qu'ils ne prennent pas seulement une part du butin. Ils lui offrent un avenir, The Independent 3. Pendant que l'on change de main, la pression se resserre aussi sur les hommes du premier cercle et avec la pression naissante les fêlures, dans toute grande affaire de CE-type. La peur n'est jamais distribuée équitablement. Certains savent plus que d'autres. Certains ont touché la matière, d'autres n'ont fait qu'ouvrir une portée. Conduire un véhicule, transmettre une information. Mais comprenons soudain que l'heure non peut suffire à les entraîner au fond. Les parts de responsabilité ne coïncident pas toujours avec les parts de danger. Et cette injustice intime ronge les réseaux criminels. Si et qui, dans la nuit du braquage, avait ressemblé à une entreprise commune commence à se décomposer en hiérarchies, en soupçons, en rancœurs, en calculs de survie. Qui tiendra? Qui parlera? Qui acceptera de porter plus que sa part pour protéger un autre? Qui décidera, au contraire? De se sauver seul, l'or n'a pas seulement créé une fortune. Il a créé une atmosphère où l'amitié devient transaction, où la loyauté devient un luxe, où chaque silence a un prix. The Independent, 4. Dans les commissariats et les services d'enquête spécialisés, on comprend de plus en plus que la course se joue désormais sur deux temporalités. La première est rapide. Arrêter les braqueurs, consolider les preuves, exploiter les filatures et les interrogatoires, faire tomber les hommes du dépôt. La seconde est lente, suivre l'argent, retrouver les circuits, comprendre qui fonde, qui stocke, qui réintroduit, qui blanchit. Cette seconde temporalité est la plus frustrante parce qu'elle exige de la patience là où le scandale public réclame de la vitesse. Le pace, Louis. Vieux tes visages, des coupables. Des condamnations, mais les policiers les plus lucides commencent déjà à percevoir la vérité la plus amère du dossier. Arrêter les auteurs directs ne suffira pas. On peut mettre des hommes derrière les barreaux et laisser les sentiers du poison continuer sa route. Et si poison, dans Brinks-Matt, n'a pas seulement la forme de lingots, il a la forme de comptes, des terrains, d'investissements, des sociétés écrans, des relations achetées. The Independent 3. Cette attention donne à l'affaire une densité presque suffocante. Car plus l'enquête progresse, plus elle révèle à quel point le butin a besoin d'être civilisé pour survivre. Un lingot brut, identifiable.
un terra alahate, reste en danger. Un lingot fondu, allez. Transform, revendu par l'intermédiaire de réseaux financiers ou commerciaux. Devient autre chose, une présence diffuse. Place difficile à saisir, place facile à nier. Si passage du visible et au-dessous est au cours de la terreur moderne provoquée par Brinksmat, on ne craint pas seulement les hommes capables de voler. On craint de découvrir combien d'hommes sont capables d'aider à oublier le volume, et lorsque cette question s'installe, elle déborde rapidement le cadre du banditisme pour toucher l'aide même d'intégrité institutionnelle, The Independent 3. C'est pourquoi, à mesure que l'on s'enfonce dans cette troisième partie du récit, les figures individuelles comptent presque autant que l'ambiance générale que elles créent. Mickey McAvoy et Brian Robinson incarnent toujours la brutalité du départ. La certitude de ce qui entoure entre et prendre. Anthony Black incarne la faille à l'intérieur. La trahison qui rend le reste possible. Kenneth Noyer. Louis annonce autre chose. Le moment où le crime se met à réfléchir, à s'équiper, à s'y professionnaliser, et avec lui apparaît l'idée que le braquage de Brinksmat n'a pas seulement mobilisé des hommes de main, mais tout un écosystème d'opportunistes, d'entremetteurs et de receleurs capables de donner une seconde existence à l'or. Cette transition est le vrai basculement dramatique. Le dépôt de Heathrow appartient au passé, désormais. L'affaire se déploie dans des maisons privées, des rendez-vous discrets, des propriétés bien gardées, des conversations tranquilles, des mouvements bancaires apparemment anodins. Le fracas de la nuit laisse place à un murmure place dangereux. History Hit 1. Et puis survient un épisode qui noircit encore. Tout le tableau est donné à l'affaire une dimension presque irréversible. En janvier 1985, alors que Kenneth Noyer est déjà dans le viseur de la police, des agents surveillent sa propriété dans le week-end au cours de cette opération. L'officier infiltré John Fordham est poignardé à mort dans le jardin de Noyer. Noyer sera poursuivi pour si meurtre puis acquitté après avoir plaidé la légitime défense. Décision qui provoquera une immense colère parmi les policiers. Brian Reader, présent sur place, sera lui aussi acquitté du meurtre, avant d'être ensuite condamné pour sa participation au traitement des produits de Brinksmat. Cet épisode agit dans les récits comme une cassure brutale. Jusque-là, l'affaire racontait surtout la circulation d'une richesse volée. À partir de là, elle se charge ouvertement de sang. Le butin n'a plus seulement humilié les tartes d'alimenter une économie souterraine, il a désormais croisé la mort d'un policier en service. La température morale du dossier change d'un coup. The Independent 5. Il faut insister sur ce point. Non pour faire du sensationnel facile, mais parce qu'il révèle le cœur du mécanisme. Les grandes affaires de blanchiment donnant parfois l'illusion d'une criminalité moins brutale que celle des braquages ou des règlements de comptes. On y voit des mouvements d'argent, des sociétés, des opérations discrètes, pourtant. Brinksmat rappelle quoi au bord de ces montages prétendument techniques. La violence reste tapée. Prêté à ressurgir, l'eau n'a pas été pacifiée par sa transformation. Il a seulement déplacé le théâtre de la violence. Celle-ci ne se jouait plus seulement contre des gardes dans un dépôt, mais contre des enquêteurs, contre des témoins potentiels, contre quiconque s'approche trop près de la vérité. C'est ainsi que l'affaire prend l'allure d'une matière instable. Même lorsqu'elle semble refroidir, elle peut encore brûler. The Independent 5. À partir de ce moment, le public britannique ne regarde plus Brinksmat de la même façon. Le crime du siècle. Formule qui excita déjà les imaginations, perd une partie de son éclat romanesque pour révéler une profondeur plus laide. Si n'est plus seulement un braquage spectaculaire raconté à travers des chiffres et des coffres, c'est une affaire qui laisse une traîne de peur. De sang, de corruption soupçonnée, de fortunes déplacées, de vies abîmées.
La presse s'empare naturellement de cette noirceur croissante. Et place elle la raconter. Place elle construite autour de l'affaire une aura empoisonnée. On ne parle place uniquement du montant de robe, mais du prix humain, institutionnel et moral que ces montants imposent. Les lingots ne sont plus des objets fascinants. Ils deviennent presque des agents actifs du désordre, là où ils passent. Quelque chose se déforme. The Independent 6. C'est aussi dans cette phase que se renforce l'idée, si britannique dans sa forme et si universelle dans son fond, que la respectabilité extérieure ne protégeait de rien. Une propriété tranquille dans laquelle peut dissimuler des lingots intérêts, des dépôts bancaires imposants pouvant être le prolongement d'un braquage commis sous la menace du feu, des hommes qui parlent le langage des affaires pouvant. En réalité, donner un débouche à une richesse née dans la terreur. Cette contamination de la surface sociale est l'un des aspects les plus durables de l'affaire Brinksmat. Elle ne rassure jamais. Elle installe au contraire une suspicion nouvelle. Ça, une telle boutine a pu être absorbée par des circuits apparemment normaux. Alors où commence exactement la normale? Où le crime finit-il? Si son produit peut s'effondrer dans la vie ordinaire, The Independent 2. Les policiers, oui, ressentant cette angoisse de manière plus concrète. Chaque piste fructueuse semble s'ouvrir sur des autres. Chaque découverte appelle une complication. On retrouve des éléments matériels. Mais ils prouvent surtout l'ampleur du réseau. On identifie des suspects. Mais ils renvoient vers d'autres intermédiaires, d'autres operations, d'autres territoires. Les journaux parleront plastas d'argent retracés autour du monde. Si dit-elle, au-delà de sa spectaculaire géographie, dit quelque chose de plus profond. L'enquête n'affronte plus seulement une gang, mais une logique de dissémination, une fois leur mise en circulation. Ils deviennent le centre de gravité d'un ensemble mouvant de relations criminelles et quasi-légales. Si il n'est plus un coffre à rouvrir, c'est une toile à démêler. The Independent 3. Dans cette toile, chacun se croit provisoirement à l'abri. Le braqueur pense que le receleur risque davantage désormais. Le receleur pense que les auteurs de Rex attirant place longtemps l'attention. Le proche pense qu'un simple silence ne le rendra pas coupable. C'est peut-être la plus grande force corruptrice de l'ordre de Brinksmat. Ils permettent à chacun de redéfinir moralement son propre rôle à la base personnelle. You presque ne se voit comme le vrai monstre. Chacun se raconte qu'il n'a fait qu'un pas, qu'un service, qu'une opération, qu'une entorse minime à la règle. Et si c'est ainsi que les systèmes criminels prospèrent, moins par l'existence de quelques démons exceptionnels que par l'accumulation de petits consentements intéressés. The Independent 4, or place cette logique s'éteint, place elle menace directement la police. Non seulement parce que l'enquête devient plus complexe, mais parce que l'affaire Brinksmat alimentera ensuite certaines des enquêtes les plus pénétrantes sur la corruption au sein de la police britannique. Cela signifie que le butin n'a pas seulement circulé dans le milieu et à sa périphérie commerciale, il a également projeté une ombre sur ce qui est taillant sans l'arrêter. Que l'on parle de soupçons, d'investigations ou de dérives avérées, l'effet symbolique est immense. Le hors-volé ne s'est pas content de tester les criminels. Il a testé l'État lui-même. Et lorsqu'un butin devient capable de produire ce genre de doute, il cesse d'être un simple objet de preuve. Il devient un révélateur. The Independent 4. À ce stade du récit, une vérité domine tout. Le braquage initial n'était que l'étincelle. Ce qui brûle maintenant est bien plus vaste. Les premières arrestations donnent à l'opinion l'impression que la justice avance, mais la substance profonde de l'affaire s'enfonce. Elle, dans des couches de plus en plus opaques. L'eau se fractionne, les responsabilités aussi. Les rôles sont moins nets, les frontières moins propres. Les intérêts plus nombreux, et pendant que les noms des premiers braqueurs se fixent dans les journaux,
la seconde génération du crime blanchisseuse, entremetteuses, protecteurs, facilitateurs prennent déjà une importance croissante. C'est le moment où l'histoire cesse d'être celle d'une équipe pour devenir celle d'une contamination. The Independent 7. Tout cela donne à la troisième partie de Brinksmat une puissance singulière. Elle ne repose pas seulement sur des révélations ou des coups de théâtre, mais sur une sensation d'enlisement moral. Plus on avance, moins on respire. Le butin ne disparaît pas vraiment, il se répand. La vérité ne s'éclaircit pas, elle se ramifie. La violence ne s'éteint pas, elle change simplement de forme. On croyait suivre l'enquête d'un grand braquage. Et l'on découvre peu à peu l'autopsie d'un système où l'argent s'aléatoire compétences, protections, justifications et morts. Si n'est pas encore la fin du mystère, si n'est même pas le centre le plus sombre de l'affaire. Mais si c'est le moment où plus personne ne peut raisonnablement croire que tout cela se terminera par quelques condamnations net, c'est un coffre rendu à son propriétaire. Trop d'hommes ont déjà touché l'or. Trop d'intérêts se sont greffés à lui. Trop de peur commence à circuler avec lui. The Independent 6 et c'est peut-être là. Au fond, qui Brinksmat devient vraiment inoubliable. Non pas quand les portes du dépôt s'édontent, non pas même quand les pays apprennent le montant du volume, mais quand l'on comprend que l'or a déjà quitté le statut de butin pour entrer dans celui d'agent corrupteur, il ne dort plus dans une cachette. Il travaille, il modifie les comportements. Il achète le silence, il rend nerveux. Il pousse des hommes à surveiller d'autres hommes, puis à mentir pour eux, puis à mourir autour de lui. À partir d'ici, l'affaire ne suivra plus une ligne droite, elle vaincra en spirale. Tirant derrière elle des procès, des soupçons, des vengeances, des fortunes troubles et un sentiment croissant que quelque chose. Dans la mécanique même de la société britannique des années 1980, a été mise à nu par C.S. lingots sortis de hétéro avant l'aube. Et plus la lumière se fera sur certains hommes, plus l'ombre semblera se passer autour des autres. The Independent 8, au moment où l'affaire semblait enfin se laisser enfermer dans des noms. Des procès et des condamnations. Elle recommence à faire. C'est peut être la loi secrète de Brinksmat. Chaque fois qu'on croit tenir son centre, il se déplace. Les braqueurs du dépôt de Heathrow ont désormais un visage. Anthony Black, l'homme de l'intérieur, a déjà symbolisé la trahison première. Mickey McAvoy et Brian Robinson, condamnés pour le braquage, incarnant la brutalité visible de l'aube du 26 novembre 1983. Et pourtant, une fois CS figures identifiées, l'histoire ne se resserre pas, elle se largue. Car l'or n'a jamais attendu sagement que la justice rattrape sur ce qu'il a pris. Il a déjà commencé sa seconde vie. Plus discrète, plus intelligente, plus vénéneuse. C'est ici que Brinksmat cesse définitivement d'être un simple cas pour devenir une affaire d'infection morale. De dissipation calculée et de vérité sans cesse repoussée. Wikipédia 1. Dans cette cinquième étape, le butin n'est plus seulement caché. Il cesse mis en mouvement et c'est cela qui rend l'affaire si insupportable pour les enquêteuses. On peut arrêter un homme, on peut établir qu'il était dans le dépôt, qu'il a participé aux menaces, qu'il a quitté les lieux avec une part de la fortune. Mais comment arrêter une matière qui a déjà changé de masse, de forme et parfois de pèse? Comment saisir un crime qui a cessé de ressembler à sa propre scène d'origine? Les enquêtes et les récits publiés par la suite montrant bien que le cœur du problème se situait là. L'eau de Brinksmat n'est pas reste figé comme un objet de preuve, une partie à être fondue, reculée et réintroduite dans les circuits légitimes, au point que, des années plus tard, la BBC rappelait la fameuse formule selon laquelle n'importe quel bijou acheté au Royaume-Uni après 1983 pouvait, en théorie, contenir une trace de ces braquages. Cette phrase a quelque chose de presque mythologique.
mais elle résume parfaitement l'horreur moderne de l'affaire. Le crime ne disparaît pas, il se recycle. C'est ce moment précis que le récit devient plus dangereux que spectaculaire, car un braquage fascine. Le recyclage d'un braquage, Louis. Abîmer en profondeur la confiance d'un pays dans ses propres frontières morales, si l'or vol peut être fondu puis replacé dans le courant ordinaire du commerce. Alors le mal n'est plus contenu dans la scène violente du dépôt. Il se dissout dans la normalité. Il passe du hangar-garde au comptoir, aux ateliers, aux comptes, aux patrimoines. Peut-être même aux mains de gens qui n'auront jamais vu une armée ni senti l'odeur de l'essence. C'est là le grand vertige de Brinksmat. Le produit du crime n'a pas simplement de cacher dans l'ombre. Il la cherche à se faire adopter par la lumière. Cette transformation n'aurait pas été possible sans une deuxième génération d'acteurs, moins théâtrales que le commando du braquage. Mais peut-être plus décisif encore. Kenneth Noyer devient dans cette phase l'une des figures les plus lourdes du dossier. Les récits rétrospectifs s'accordent sur son rôle majeur dans la manipulation du butin et sa condamnation en 1986 pour conspiration visant à traiter le hors-vol consacré cette place centrale. Noyer n'est pas seulement un homme de plus dans une liste de malfaiteurs. Il incarne une fonction essentielle du crime moderne, celle de l'homme qui essaie de faire passer une matière née dans la terreur vers une forme de respectabilité d'empreinte. Avec lui, Brinksmat change encore de visage. L'affaire ne se contente plus de raconter comment des hommes ont pris l'or, elle raconte comment d'autres hommes ont compris qu'ils pouvaient en vivre de sa métamorphose. C'est aussi à ce stade que l'on mesure le vrai prix de la fortune dérobée sur le papier. 26 millions de livres en 1983 suffisent déjà à faire vaciller l'imagination. Mais dans la réalité humaine, cette somme n'apporte pas la liberté, elle apporte le fardeau. Plus le butin est grand, plus il exige d'alliances. Plus il exige d'alliances. Plus il multiplie les failles. Plus il multiplie les failles. Plus il fait naître la peur. Chaque homme qui touche alors devient un risque pour les autres. Chaque intermédiaire peut parler. Mentir, trahir. Se vanter, cacher une part. En réclamer une autre, le braquage, qui avait été conçu comme une démonstration de maîtrise, se transforme alors en une chaîne de dépendances. Personne ne possède vraiment l'eau de Brinksmat. Chacun. Au contraire, devient peu à peu possédé par lui. Dans cette atmosphère, la police se heurte à une vérité qu'aucune arrestation ne peut effacer. Le dossier ne sera pas clos par là sur les punitions des auteurs directs. Plus l'enquête avance, plus elle ressemble à une poursuite contre une matière qui s'éparpille. Les données connues sur l'affaire montrent d'ailleurs que l'argent blanchi a été retracé dans plusieurs directions et que l'essentiel du métal n'a jamais été récupéré. Lloyds of London a fini par payer une somme record pour couvrir les pertes, mais le règlement financier d'un désastre n'a jamais signifié la restitution du monde d'avant. Si qui a disparu ne se résume pas aux lingos, si qui a disparu. C'est aussi l'idée rassurante qu'un crime d'une telle ampleur laisse forcément derrière lui une trace nette, recuperable. Confinable, Brinksmat prouve le contraire. Plus le butin est massif, plus il peut devenir diffus. Alors l'affaire change encore une fois de ton. Elle n'est plus seulement celle d'un trésor perdu ou d'une justice incomplete. Elle devient celle d'une contamination durable. Les enquêtes journalistiques et historiques insistent sur le fait qu'une large part de leur vol n'a jamais été retrouvée. Et que cette disparition n'a rien d'un simple échec matériel. Elle signifie que le produit du crime a réussi. Au moins en partie, à s'intégrer au tissu économique. À partir de là, l'histoire n'appartient plus seulement à ceux qui l'ont déclenchée. Elle touche ceux qui l'ont tolérée. Transformé. Peut-être facilité. Brinksmat commence alors à ressembler moins à une énigme policière qu'à une démonstration brutale. L'argent sale. Lorsqu'il est assez important,
attire autour de lui une foule d'hommes qui préfèrent se considérer comme des pragmatiques plutôt que comme des complices pour le public. Cela produit une fascination étrangère, presque honteuse. L'affaire garde quelque chose d'humité les lingots, le dépôt. Les Home Arms, le crime du siècle. Mais place en scène approchée, place s'imite pourrie de l'intérieur. Car ce que l'on découvre n'est pas une épopée criminelle brillante, c'est un mécanisme de corrosion. Un système dans lequel chaque nouvelle étape du bouton exige une nouvelle concession morale, le garde trahit. Le braqueur menace, le receleur accepte. Le fondeur transforme, l'intermédiaire réintroduit. Le financier détourne le regard, et bientôt. Le crime original n'a plus besoin d'être nié. Il suffit qu'il soit suffisamment dilu. La force dramatique de Brinks-Matt vient précisément de là. L'affaire ne montre pas seulement la violence d'un instant. Elle montre la souplesse terrifiante avec laquelle une société peut absorber les produits de cette violence. Mais l'or ne se contente pas d'acheter du silence ou de la technique. Il traîne aussi derrière lui un silage de morts et de menaces. Comme si la matière voulait refuser de devenir complètement abstraite. Le cas de Kenneth Noyer en donne l'une des expressions les plus sombres. Alors qu'il est surveillé dans le cadre de l'enquête, le détective John Fordham est sur sa propriété en janvier 1985. Noyer sera ensuite acquitté de ses meurtres impliqués dans la légitime défense. Juridiquement, l'épisode appartient à une autre séquence que le braquage lui-même. Moralement, il lui reste pourtant intimement attaché. Car il rappelle avec violence que la fête dite post-braquage n'est pas une fête apaisée, si n'est pas un simple travail de comptabilité occulte. C'est un terrain où le danger demeure entier, où la proximité de l'or vole continue de produire du sang. De la peur et des fractures institutionnelles, ce basculement vers une noirceur plus profonde change la nature de l'affaire aux yeux du pays. Tant que Brinks-Matt ressemblait surtout à une histoire de coffre vide de lingots introuvables, une partie du public pouvait encore projeter la fascination ordinaire qui suscitent les grands vols. Mais lorsqu'on comprend que le silage de l'or passe aussi par la mort d'un policier, par des condamnations pour blanchiment et fraude, puis plasté par d'autres épisodes de violence associés à certaines figures du dossier, le récit cesse d'être romantisable. Il devient plus nu, plus dérangeant. Il ne raconte plus une prouesse criminelle. Il raconte la survie d'un poison, Kenneth Noyer. Plasté condamné pour un meurtre distinct commis en 1996, à que vera de personnifier que de continuité entre richesse salie. Violence et fuite, même si cet homicide appartient à une autre affaire. Son existence renforce rétrospectivement l'impression que Brinks-Matt n'a jamais produit de véritable enrichissement. Il n'a produit que des trajectoires toujours plus sombres. Dans le même temps, les conséquences économiques et institutionnelles de l'affaire continuent de se déployer bien au-delà du dépôt de Heathrow. Les sources sur le scandale rappellent qu'en 1984, moins d'un an après le braquage, Johnson Matthey Bankers s'effondre et doit être secouru par la Banque d'Angleterre pour protéger l'intégrité du marché londonien de l'or. Cet effondrement ne peut pas être réduit mécaniquement au seul braquage, puisque la banque était déjà minée par d'importants prêts-douteurs et de graves faillites internes. Mais le voisinage entre ces événements, dans le temps comme dans l'imaginaire, renforce l'impression d'une époque où les systèmes censés inspirer la confiance se révélant soudain vulnérables, poreux. Incapables de séparer proprement la finance, le risque et la criminalité. Brinks-Matt n'a pas scrit sur cette fragilité, mais il l'a rendue visible à une échelle spectaculaire. Et c'est précisément cette visibilité qui nourrit l'effet domino, car à partir du moment où un butin aussi célèbre commence à se diffuser, il force tout le monde à se repositionner. Les policiers doivent adapter leurs méthodes à un crime qui voyage. Les juges doivent traiter des montages plus complexes qu'un simple volume à main armée. Les journalistes cessent de raconter uniquement une attaque pour décrire peu à peu un paysage de recel. De fraude et de soupçons élargis quant au public.
il découvre que le grand banditisme n'est pas seulement une affaire de violence brute, mais aussi de recyclage patient, de réseau, d'interfaces avec le monde ordinaire. Cette découverte compte dans la manière dont Brinks-Matt est ensuite présentée comme une affaire ayant changé durablement la compréhension britannique du crime organisé, plus troublante encore. L'affaire finira par être associée à des investigations sur la corruption policière. Plusieurs récits rétrospectifs soulignent que le scandale a contribué à mettre en lumière les relations troublées entre certains policiers et certains milieux du crime organisé. Même lorsqu'on reste prudent sur ce point, l'effet symbolique est considérable. Si le butin de Brinks-Matt a pu projeter son ombre jusque sur ceux qui étaient insensés le poursuivre, alors leur vol a fait bien plus que disparaître. Il a testé la résistance morale des institutions et les mêmes. Il a posé une question terrible. Et cette question résonne encore. Combien vaut l'intégrité d'un système lorsqu'une fortune sale commence à circuler à l'intérieur de ses angles morts? À mesure que ces couches s'ajoutent, la part la plus angoissante de l'affaire devient presque intangible. Le problème n'est plus seulement qu'on ait perdu la trace de la majorité du métal. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mesurer exactement si que sa circulation a acheté des silences. Certainement des compétences, sans doute des montages, des retards, des protections, des loyautés temporaires, peut-être davantage. Et c'est cela qui donne à la cinquième partie du récit sa force la plus sombre. L'or n'est pas seulement absent. Elle agite, son absence même devient productive. Parce qu'il manque, on met. Parce qu'il manque, on couvre. Parce qu'il manque, on négocie. Parce qu'il manque, tout le monde tente de redéfinir sa part de responsabilité à la base. L'affaire n'a plus besoin d'exploser pour détruire. Il lui suffit désormais de continuer à couler sous la surface. Dans cette logique, même les condamnations importantes ne produisent pas la sensation de fermeture que l'on pourrait attendre. Oui. McAvoy et Robinson ont été condamnés. Oui. Noye, Garth Chappell et Brian Reader seront condamnés pour avoir traité le butin. Des morceaux d'or seront retrouvés. Mais l'essentiel échappe. La masse totale du trésor ne revient pas. Le pays ne voit pas la preuve d'une victoire nette de l'État sur le crime. Il voit au contraire à quel point une richesse volée peut se fragmenter, se dissoudre et continuer et exister presque autrement. Les procès punissants des hommes, ils ne neutralisent pas complètement la seconde vie du butin. Et c'est précisément ce décalage qui nourrit l'impression durable d'un achèvement autour de Brinks-Matt. Les plus cruels peuvent être que ceux qui ont touché à l'or ont souvent fini par découvrir qu'il n'était né aucune de ses promesses. Le braquage promettait la sortie, il a apporté l'enfermement. Le recel promettait la richesse, il a rapporté la surveillance. Le blanchiment promettait l'oubli, il a produit une mémoire plus vaste encore. Mais le thème n'a pas vraiment referme l'affaire, les noms reviennent. Les morts reviennent, les séries télévisées ravivant les récits. Les articles réexaminent les circuits et l'on continue à parler de lingots jamais récupérés. Ce n'est pas le comportement habituel d'un crime résolu. C'est le comportement d'une blessure historique qui a laissé trop de fragments derrière elle pour devenir une simple page tournée. Ainsi, dans cette cinquième partie, ce qui disparaît réellement n'est pas seulement l'or, c'est la possibilité d'un récit simple. On ne peut plus raconter Brinks-Matt comme un braquage suivi d'une chasse à la Homé. Il faut désormais le raconter comme une décomposition progressive des frontières. Entre volume et finance, entre voyou et homme d'affaires de l'ombre, entre enquête et soupçon institutionnel, entre butin et contamination. À ce stade, le vol n'appartient déjà plus à ceux qui l'ont sorti du dépôt. Il appartient à une zone grise plus vaste, où chacun peut jurer qu'il n'a fait que fleurir l'affaire. Alors même qu'il a contribué à la prolonger, voilà pourquoi le dossier devient plus effrayant à mesure qu'il s'éloigne du braquage lui-même.
Parce que la violence immédiate était moins identifiable, alors que la corruption lente, elle se faufile partout. Et c'est sous cette impression presque suffocante que la suite doit s'ouvrir. Le butin n'a pas seulement échappé aux coffres. Il a échappé à la forme même que la justice préfère. C'est le d'un objet retrouvé, compte restitue. Au lieu de cela, il a laissé derrière lui une série de silhouettes compromises, de procès partiels, de morts, de soupçons et de fortunes demi-absorbies par le monde légal. Place l'on avance. Place l'on comprenne que Brinks-Matt ne sera jamais uniquement l'histoire de ceux qui ont volé l'or. Si sera aussi l'histoire de tous ceux qui ont aidé le pays à vivre avec l'idée qu'il pouvait continuer à circuler. Ainsi est. L'affaire Brinks-Matt ne ressemble plus du tout à ce qu'elle paraissait être au matin du 26 novembre 1983. Au début, il y avait eu une scène presque primitive. Des hommes armes, en dépôt. Des gardes terrorisés, des coffres forcés. Des lingots arrachés au système comme si l'on avait ouvert une veine d'or sous la peau de l'État. Puis étaient venus les noms. Les arrestations, les procès. Les condamnations, Anthony Black. Le gardien corrompu, Mickey McAvoy et Brian Robinson. Figures du commando, condamnés en 1984. Ensuite, Kenneth Noye, Brian Reader, Garth Chappelle et d'autres acteurs de la seconde vie du butin. Poursuivis puis condamnés en 1986 pour avoir traité le produit du braquage, vu de loin. Tout cela pourrait ressembler à une affaire finalement comprehensible, en grand volume. Puis une longue traque, puis la justice qui remontait peu à peu la chaîne des responsabilités. Mais lorsqu'on s'approche vraiment, on comprend que Brinks-Matt n'a jamais été une histoire linéaire. C'est une histoire qui s'est brisée en fragments, puis qui oblige les enquêteurs à reconstituer le miroir à partir des éclats. Et en replaçant les morceaux, ils n'ont pas seulement retrouvé des voleurs. Ils ont découvert la cartographie d'une corruption beaucoup plus vaste que le braquage lui-même. Wikipédia 1. La 6e partie de ces récits est celle où tout change de sens, non pas parce qu'un seul de tels nouveaux renverse la table, mais parce que les mêmes faits, relus à la lumière de ce qui a suivi, cessent d'être de simples faits. Le braquage n'est plus seulement le braquage. L'entrée dans le dépôt n'est plus seulement une opération armée. La présence d'une unité n'est plus seulement une faille de sécurité. Les lingots ne sont plus seulement des lingots. TOUT devient symptôme. Tout devient preuve que ce qui a eu lieu a été en état par l'explosion isolée d'une bande audacieuse, mais l'ouverture d'un conduit souterrain entre le monde du banditisme et celui de la finance grise. Des intermédiaires, des prétendants, des professionnels de l'effacement, les policiers qui ont vécu l'affaire l'ont comprise progressivement. Presque douloureusement, à mesure qu'ils arrêtaient les hommes du premier cercle. Ils découvrirent que le vrai pouvoir du butin résidait dans sa capacité à quitter la scène du crime pour entrer dans la vie ordinaire sous d'autres formes. World History 2. Il faut se représenter cette reconstruction comme une enquête menée contre une matière qui refuse de rester la même. Quand on vole de l'argent liquide, on poursuit des billets quand on vole des diamants. On poursuit des pierres, mais lorsqu'on vole une telle quantité d'or, on poursuit une substance qui peut être fondue, mélangée, recoulée, fragmentée, réintroduite. C'est pour cela que Brinks-Matt a eu un effet si singulier sur la police britannique. L'affaire a obligé les enquêteurs à penser au-delà du hold-up, au-delà même du recel traditionnel. Il ne s'agissait plus seulement de savoir qui avait pris, mais qui avait transformé, qui avait transporté, qui avait réinséré, qui avait prêté au crime des outils quasi-industriels pour lui permettre de survivre. Les sources rétrospectives sur l'affaire insistent toutes sur ce point. Une grande partie de l'or n'a jamais été récupérée, précisément parce qu'une partie substantielle avait déjà été fondue et absorbée dans les circuits commerciaux.
C'est là que le dossier cesse d'être sur le meurtre criminel. Il devient presque anatomique. On dissèque non plus un événement. Mais la manière dont un événement a infiltré un système. Wikipédia 1. Quand les braqueurs du dépôt sont condamnés, beaucoup imaginent que l'on touche enfin le noyau dur de l'affaire. En réalité, on n'a saisi que sa forme est la plus visible. Mickey McAvoy et Brian Robinson sont bien des figures centrales du hold-up. Et l'ESP de 25 ans prononcés en décembre 1984 marquant une victoire judiciaire indiscutable. Anthony Black, condamné à 6 ans, incarne la trahison intérieure sans laquelle l'attaque aurait été autrement plus difficile, mais plus les jugements se précisent. Plus un malaise grandit. Pourquoi l'affaire restait-elle si vaste? Si trouble, si inachevé. Pourquoi continue-t-elle à produire des ramifications, des soupçons, des noms nouveaux, des flux d'argent, des morts, parce que le braquage de Heathrow n'était pas le centre définitif du scandale. Il n'en était que l'acte inaugural. La vraie histoire, c'est l'équivalent entre les Royaumes-Unis pendant des années. C'est celle de ce qu'il a fallu faire pour que cet or cesse d'avoir l'air vol. Wikipédia 1. Et plus l'on reconstruit cette seconde phase. Plus elle apparaît claquante. Il a fallu des hommes capables de manipuler le métal. Des hommes capables de traiter non pas seulement un butin, mais un problème logistique, financier et moral. Kenneth Noé s'impose alors comme l'une des figures essentielles de cette reconstruction. Les sources les plus reprises rappellent qu'il a joué un rôle majeur dans le traitement du butin, qu'une partie de l'or a été fondue et mélangée pour masquer son origine, et qu'on a retrouvé des lingots provenant du braquage en terre source appropriée. Sa condamnation en 1986 pour conspiration visant à traiter l'or vol, ainsi que pour fraude à la TVA, ne raconte pas seulement la chute d'un receleur influent. Elle révélait que la survie du butin dépendait d'un savoir-faire criminel d'un autre ordre, moins spectaculaire que le braquage. Mais plus profond dans ses effets, Noé n'est pas simplement un homme du dossier. Il est la preuve vivante que le crime, lorsqu'il vote durer, a besoin d'experts de la métamorphose. Wikipédia 3. Et pourtant, même cela ne suffit pas à épuiser le mystère, car une fois qu'on a identifié les hommes de la fonte et du recel, une autre question s'impose. Jusqu'où l'or a-t-il voyagé ensuite? Là encore, Brinks-Matt se révèle moins comme un volume que comme une dispersion. Les récits journalistiques et historiques convergent sur une idée obsédante. Une grande partie du butin a disparu dans la circulation. Une partie a été retrouvée, oui. Des sommes ont été récupérées par voie civile. Oui. Lloyds a payé les pertes. Oui. Mais l'essentiel du métal n'est jamais revenu sous sa forme première. De fait capital parce qu'il oblige à relire toute l'affaire autrement. Si l'on n'a pas été retrouvé, s'il n'est pas seulement parce qu'il a été bien caché. C'est parce qu'il a été suffisamment transformé pour devenir autre chose qu'un objet de recherche policière. Il a cessé d'être un stock identifiable pour devenir un élément dissous du commerce, de la joaillerie, des flux financiers. C'est ce qui explique la formule souvent répétée, selon laquelle une part considerable de l'or en circulation au Royaume-Uni après 1983 pourrait symboliquement avoir quasi l'ombre de Brinks-Matt. Cette phrase relevait autant de l'image que du bilan exact, mais elle dit quelque chose de profondément vrai. Le crime a été refondu dans le quotidien, Wikipédia 1. À mesure que cette réalité s'impose, l'enquête change de nature dans l'esprit même des policiers. Elle n'est pas simplement tournée vers l'identification des auteurs, mais vers la compréhension d'une architecture invisible. Il ne s'agit plus seulement d'établir qui était dans l'entrepôt, qui a menacé les gardes, qui a conduit les véhicules, qui a ouvert les coffres. Il s'agit de comprendre comment l'on retrouve ces relais, qui a pris livraison, qui a fermé les yeux, qui a offert un fort. Un atelier, une société. Un compte, un nom, une couverture.
qui a fourni la compétence technique nécessaire pour faire passer un produit de crime spectaculaire dans des circuits de légalité apparente. C'est là que Brinksmat devient une affaire presque pédagogique sur la nature du blanchiment. Le braquage a fourni la matière. Le blanchiment lui a fourni le temps, sans 7 secondes de phase. L'histoire sera restée celle d'un coup de force avec elle. Elle devient celle d'une contamination longue, presque institutionnelle. World History 2. Cette reconstruction produit un autre effet. Plus dérangeant encore, elle a abîmé l'idée confortable selon laquelle le crime serait immédiatement reconnaissable. Au début, tout semblait simple. Les criminels étaient ceux qui avaient des armes, qui avaient pénétré dans le dépôt, qui avaient terrorisé les gardes. Mais plus l'enquête avance, plus cette image se trouble, car le crime continuait très loin de la scène primitive. Il continue dans les maisons respectables. Il continue dans les transactions. Il continue dans les montages commerciaux. Il continue dans les décisions prises par des hommes qui ne se vivent pas forcément comme des bandits, mais comme des opportunistes, des hommes d'affaires, des spécialistes du métal, des facilitateurs. Brinksmat révélait ainsi une vérité plus vaste que lui dans les grandes